Merci d'être là. On va parler mobile aujourd'hui et parler de Lynx.js, qui est un nouveau framework. Je vais vous présenter ça. Donc, je suis Simon Bernardin, je fais du mobile depuis 2013. Aujourd'hui, je suis lead dev mobile dans une ESN nantaise qui s'appelle MobiApps. À Nantes, j'organise des trucs, les meet-up Flutter, une conférence autour du mobile. Je suis très mobile. Voilà. Je voulais déjà savoir s'il y avait des devs mobiles dans la salle. Je suis pas tout seul, c'est bien. Mais on n'est pas nombreux. Pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le milieu du mobile, et peut-être pour faire un petit rappel, je voulais juste faire un petit point sur les différentes technos qui peuvent permettre de faire du développement cross-platform mobile de nos jours. La première option qu'on va avoir, c'est l'hybridation web. Dans ce cas de figure, on va avoir une application mobile qui va embarquer une WebView. On va écrire un site web responsive, on va l'intégrer dans notre application mobile et l'afficher directement à l'utilisateur. C'est la façon dont fonctionne Ionic, par exemple, et c'est la plus ancienne à ma connaissance. La deuxième approche, ça va être d'utiliser un canevas. On va remplacer la WebView par un canevas. On va dessiner sur ce canevas. L'avantage que ça va avoir, c'est qu'on va être sur un langage qui va être compilé dans le code de la plateforme cible. Donc en théorie, les performances sont meilleures. C'est l'approche qu'a choisi de suivre Flutter. Entre guillemets, la dernière approche, c'est les trois que je connaisse. Après, il y a peut-être d'autres choses plus exotiques. Mais la troisième approche, ça va être de faire du cross-platform où on va piloter des vues natives. On va avoir un code qui va être cross-platform. En général, ce sera du JavaScript. Et on va piloter les vues natives du téléphone avec ce code-là. C'est l'approche qui a été prise par React Native, par exemple, ou NativeScript, qui n'a jamais vraiment percé. Je voulais faire un petit focus sur la popularité de ces différents frameworks. C'est très difficile d'avoir des métriques sur le nombre d'applications qui sont produites sur les différents frameworks cross-platform mobile. Ce qu'on peut regarder, c'est les étoiles GitHub. À l'heure actuelle, c'est Flutter qui est devant. Oui, carrément. Ça peut s'expliquer principalement par le fait que c'est le plus récent. Je pense que c'est un peu toujours le cas. Le développeur mobile suit la hype. Flutter a eu une grosse hype il y a 4-5 ans. La hype n'est pas encore retombée, elle est toujours un peu présente. Il y a beaucoup de développeurs qui bossent sur Flutter à l'heure actuelle. Et donc Flutter est beaucoup suivi. Maintenant qu'on a fait cette petite présentation rapide, je vais vous présenter Lynx.js, le sujet du jour. Et Lynx.js, c'est quoi? C'est un framework cross-platform mobile donc, qui est développé par ByteDance. Et ByteDance, c'est l'éditeur de TikTok. C'est quelque chose qui a été présenté pour la première fois le 5 mars 2025, donc c'est très récent. Le but de ce framework cross-platform, c'est de faire avant tout des applications mobiles, donc sur Android et iOS. Sur OpenHarmony, qui est la version open source de HarmonyOS, qui est l'OS développé par Huawei. On peut faire du web en utilisant une librairie spécifique. Et la promesse derrière Lynx.js, c'est de pouvoir faire d'ici la fin de l'année, d'ici octobre, d'après le planning, du macOS et du Windows. Donc ils visent vraiment un cross-platform total, la domination parfaite du marché. Linux, non, ça n'existe pas. Non, j'y reviendrai. Je suis sur Linux, j'ai eu des problèmes. La petite note d'intention derrière le framework que j'ai sorti du site web de Lynx.js, ça va être... alors, ça a été créé en interne pour développer des applications autour de l'écosystème TikTok. Et le but qu'ils poursuivent, c'est d'avoir des performances le plus proche possible du natif, d'avoir une facilité de développement, ça hiatus, bref, et d'avoir des applications les plus légères possibles. On me perd un peu, non? On me perd. Peut-être, je vais prendre l'autre micro. Là, c'est... Vous m'entendez? Vous m'entendez. Impeccable. Voilà, donc performance. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Petit résumé technique sur Lynx.js.
on est sur un framework cross-platform avec vue native. On a du code JavaScript qui va piloter des vues natives du device. Pour permettre à ce moteur JavaScript de s'exécuter sur mobile, ils ont développé un moteur dédié à Lynx.js qui est écrit en Rust, qui est un langage notoirement rapide et peu consommateur en mémoire, qui, d'après leur benchmark, serait 28% plus rapide que QuickJS. Je ne vais pas vérifier, je les crois sur parole. Et enfin, c'est un framework qui est indépendant de la librairie JavaScript que vous souhaiterez utiliser. En théorie, on pourra faire du JavaScript vanilla, on pourra faire du Vue.js, on pourra faire n'importe quoi. En l'occurrence, à l'heure actuelle, ce qui est mis en avant, c'est un framework, une librairie qui s'appelle React Lynx, qui est basée sur Preact, et qui concrètement ressemble à React. Donc on a un framework cross-platform qui pilote des vues natives, comme React Native. On fait du React en JavaScript. Vous allez me dire, où est l'intérêt de passer sur Lynx.js? Et c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Donc pourquoi passer sur Lynx.js? Comme je vous le disais, ce qu'ils cherchent à atteindre, c'est des perfs. La première chose qu'ils ont remarqué, et pour la solution à laquelle ils ont donné un nom, Instant Frame Rendering, le problème à essayer de résoudre, c'est celui-là. Quand vous créez une application React Native, si vous avez un premier calcul très lourd avant d'afficher votre première page, vous allez avoir une petite latence au démarrage. On peut l'avoir rapidement, on lance l'application, il y a le splash screen qui s'affiche, et ensuite il y a une page blanche avant d'avoir le résultat. C'est un peu moche, alors ça peut se tweaker sur React Native, bien sûr, ça se bricole. Mais côté Lynx.js, sans avoir bricolé, vous n'avez plus de page blanche. Concrètement, on peut voir que ce qui se passe, c'est que mon splash screen reste un peu plus longtemps. Mais en l'occurrence, ça donne à l'utilisateur l'impression d'avoir une application qui est plus réactive, qui fonctionne mieux, sans artefact visuel finalement. Ensuite, on va parler threading. On est 2 développeurs mobiles dans la salle. Je ne sais pas si tu fais du natif ou du cross-platform. Flutter, génial, parfait. En Flutter, on peut faire du threading, mais c'est une tannée, on est d'accord. Les isolates, c'est l'enfer. Et en l'occurrence, il n'y a pas de framework cross-platform qui nativement propose de faire du threading de manière simple. React Native, c'est peut-être possible. Alors, je fais du Flutter depuis 5 ans et je maîtrise un peu. React Native, j'en ai fait un peu, mais du coup, je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible, ça doit être l'enfer. Côté Lynx.js, ça a été nativement pensé pour faire du threading. Et en l'occurrence, on va avoir 2 threads qui vont être disponibles. Un premier qui s'occupe du rendering, et un deuxième qui est là pour faire tous les calculs de rendu de la vue, de calcul de la vue en fait. Calcul aussi bien sur le positionnement des éléments que tout ce qui va être calcul, appel d'API, calcul de Fibonacci sur l'exemple qui était présent, et en fait qui va nativement se brancher sur tous les appels, toutes les interactions de l'utilisateur, tout le cycle de vie des composants, ça c'est pour plutôt React Lynx, et tous les side effects de React. Donc dès que vous allez faire un use effect ou un use memory ou ce genre de choses, tout ça, ce sera fait sur le background. Un petit schéma, parce que c'est cool les schémas. Concrètement, ça donne ça. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que 2 instances du moteur JavaScript vont être déclenchées en parallèle. Le moteur en background, comme je vous disais, va faire tous les calculs. Le moteur en foreground, le moteur principal, va juste être là pour rendre la vue. Et quand le background a calculé une nouvelle itération de la vue, on fait une réconciliation. On pousse le DOM du background vers le foreground en ajoutant les éléments qui ont été modifiés. Ça permet d'avoir des perfs visuelles très très bonnes.
Et je vous disais, on peut faire du multithreading sur les autres frameworks, mais c'est instantané. Ici, si vous avez besoin de le faire, puisque en théorie c'est fait naturellement, ça se fera de cette manière-là. Par exemple, si vous avez un scroll sur votre écran et que vous voulez déclencher des animations liées à ce scroll, tout ce que vous aurez à faire, c'est indiquer sur l'événement que vous voulez binder, qui doit être déclenché dans le thread principal en mettant le namespace mainthread en préfixe. Et votre fonction, vous ajoutez une instruction de compilation, donc juste une chaîne de caractères mainthread, et ça indique au moteur que la fonction sera exécutée dans le thread principal. Donc c'est hyper simple à faire. De la même manière pour le background, là l'exemple, on est sur un use effect, donc de toute façon la fonction sera exécutée en background. Ça peut avoir des effets de bord si vous passez des fonctions en paramètres. Dans ce cas-là, vous aurez des erreurs. Ils sont en train de bosser là-dessus, mais pour l'instant, il faut le faire. Ajouter également une instruction de compilation, background only, qui indique au moteur que la fonction doit être exécutée en background. Tout ça, plutôt simple à faire. Next. Je vais faire un petit focus sur React Links pour vous montrer ce qui change par rapport à React Native et par rapport à React.js. Donc, comme je vous disais, c'est basé sur Preact, qui simplifie pas mal de choses sur le calcul du DOM, en particulier le fait d'avoir un DOM virtuel. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est ce que j'en ai retenu. Donc, on fait du React.js, en fait, concrètement, quand on fait du React Links. Vous aurez des fonctions qui prennent des props en paramètres. Vous aurez accès au cycle de vie de vos composants si besoin. Vous pourrez utiliser des effets React. Et vous renvoyez une vue au format JSX, TSX, de manière assez simple. Il y a juste en première ligne l'import qui change un petit peu par rapport à React. On fait linksjs/React. C'est le React dans le nom de domaine de linksjs. L'autre chose qui change, si vous avez l'œil React, c'est les composants graphiques. Ici, on va avoir un certain nombre de composants graphiques qui sont proposés, qui sont directement bindés sur les composants natifs correspondants. La vue, c'est un conteneur, donc ce sera résolu comme un conteneur sur iOS, Android, etc. Le texte, c'est du texte. L'image, c'est de l'image. La liste et le list item, ça permet de faire des listes en lazy loading. Et la scroll view, c'est un espace scrollable. On peut voir qu'il y a quelques composants, mais il en manque plein, du style des inputs, du style des select, les checkbox. Ça pourrait être sympa d'avoir ça. En l'occurrence, aujourd'hui, on ne les a pas. Mais la doc est bien faite. Et de manière assez amusante, quand vous allez sur la doc et que vous regardez comment faire un composant custom, il vous explique comment faire un input. Je pense que le gros du travail va être de faire le binding entre les thèmes et les composants cibles. Donc il y a du boulot à faire de ce côté-là. En l'occurrence, vous pouvez rajouter vos composants si vous le souhaitez. C'est bien expliqué. Je voulais revenir 2 secondes sur le code et mettre en avant cette partie-là. Si vous avez fait du React Native, on est encore en train de me perdre? Non. C'est moi qui m'entends mal. Si vous avez fait du React Native, quand on veut faire des feuilles de style en React Native, on utilise une classe. On ne va pas importer du CSS directement, on va faire un objet stylesheet. Ça copie les API du CSS, mais ça n'est pas du CSS. C'est une réinterprétation du CSS en code. Là, on importe du CSS nativement. Du CSS avec des variables, avec du flex, enfin tout ce que vous souhaiterez utiliser en CSS est reconnu et fonctionne. Vous pourrez faire aussi du SAS, du less. Il y a des interpréteurs qui sont présents dans Prime.js par rapport à ça que vous pourrez installer. Le CSS est disponible. Un petit focus sur les outils. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la ligne de commande. Déjà parce que ça évolue très vite. Tous les mois, il y a des choses qui changent et voilà, je ne voulais pas surcharger non plus ma présentation. Le premier, si vous avez fait du Expo, ça va vous parler. On parle de Links Explorer. Quand vous créez un projet Links.js et que vous l'exécutez, ça va se lancer au sein d'un petit serveur local.
et vous aurez un QR code qui sera disponible pour pouvoir être flashé par Linux Explorer, une application qui est mise en ligne par Linux.js. Vous allez scanner ce QR code et ça lancera l'application, en fait, votre application au sein de Linux Explorer. L'avantage de cette approche-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer d'environnement mobile. Ça peut être compliqué, ça peut être chiant. Là, pour le coup, on a juste besoin d'avoir Node et d'installer quelques librairies et ça roule tout de suite. L'inconvénient, c'est que si vous voulez accéder aux features natives, du style avoir accès au GPS, à la caméra, etc., il faudra que ce soit inclus dans Linux Explorer. Spoiler, il n'y a rien inclus pour l'instant. Deuxième dernier outil sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est Linux DevTool. C'est un outil qui va vous permettre, comme son nom l'indique, ouais, on est en train de me perdre, juste les micros, c'est génial. Du développement, du debug en fait, un outil de debug. Ça ressemble pas du tout à Chrome. Si vous avez l'impression que c'est le cas, c'est probablement un problème rétinien, je suppose. Ouais, c'est Chrome. Hein. Ils ont piqué Chrome, mais ça marche bien. Mais il manque aujourd'hui les outils de performance. Ça arrive, ils sont en train de les développer. Là, je vous montre une fenêtre macOS. Faut savoir que Linux.js, tous les outils de développement marchent très bien sur macOS. Si vous voulez compiler Linux Explorer pour ajouter des fonctionnalités natives, par exemple, pas de problème. Sur Windows, c'est arrivé assez récemment. Maintenant, on y arrive. Si vous êtes comme moi sur Linux, vous oubliez Linux DevTool, ça compile même pas. Il y a encore des problèmes. Je vous disais, Linux, ça n'existe pas. Pourtant, Linux et Linux, c'est proche, mais c'est pas la même famille, définitivement. Merci de me poser la question. Oui, j'en pense quoi de tout ça? Pour moi, il y a du positif et du négatif. On va commencer par le négatif et on va parler d'un sujet qui plaît beaucoup aux développeurs mobiles, la publication des applications. Aujourd'hui, il y a Linux Explorer, c'est super bien, mais si vous voulez publier votre application, comment on fait? On va suivre la doc. Il n'y a pas de template, il n'y a pas de script, il n'y a rien qui est prévu. Quand vous créez un projet Linux.js, vous avez un projet React en fait, mais il n'y a pas de plateforme cible inclus dans le projet, comme ça peut être le cas sur Flutter, sur React, etc. Si vous voulez faire votre publication, il faudra créer une application Android, iOS, quelque chose. Ajouter le framework React, brancher une vue qui va pouvoir accueillir votre application Linux.js, builder votre application Linux.js, la mettre à la main à l'endroit prévu, la charger, etc. Donc tout faire finalement à la main. Je l'ai fait pour un test, ça prend un quart d'heure en suivant la doc, c'est pas très long, mais c'est du temps perdu pour moi. Enfin, ça n'est pas encore disponible. Deuxième point, pas de plugin natif. Linux Explorer n'est pas capable d'accéder aux fonctionnalités natives. Si vous voulez accéder aux fonctionnalités natives, vous n'avez même pas de système de plugin existant en fait. J'ai voulu tester ce système, ce framework, en créant une petite application qui me permettrait de savoir à quelle vitesse je roule à vélo. Donc je voulais avoir accès au GPS. Il a fallu que je crée une application Android, que je me fasse une application Linux.js, que je branche Linux.js à l'intérieur de mon application Android, que je crée du code pour récupérer le signal GPS, et que je fasse ensuite la passerelle entre les deux. C'est super bien documenté, ça se fait tout seul en théorie, mais voilà, ça prend du temps et il n'y a aucun plugin existant, il faudra tout faire à la main. C'est une horreur. Donc tout ça, ça fait que le time to market est très très long. Aujourd'hui, ça semble difficile d'utiliser ce framework pour la prod. Mais il y a de bonnes choses. Déjà le threading, pour moi c'est un vrai point positif. Le fait qu'il vise des performances from scratch et qui s'y tiennent, l'utilisation d'un threading qui fonctionne bien avec quelque chose qui est simple à utiliser et qui est natif, pour moi c'est un vrai plus. On devrait avoir des applications qui tourneront à la vitesse de la lumière avec ça, en théorie. Ensuite, je vous ai dit régulièrement que la doc était bien faite, et c'est vrai, la doc est très complète, il y a beaucoup d'exemples.
On sent que c'est pas écrit en anglais natif, donc il y a des petits couacs syntaxiques, mais en tout cas, on arrive à la suivre. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien pour le coup. Et enfin, ça ressemble à React Native. On fait du React.js. C'est pour moi plutôt un point positif. J'ai voulu, comme je vous disais, tester le framework. Et en fait, j'ai codé la partie React. Je ne me suis pas fait chier. J'ai dit à Gemini ou à Claude, je ne sais plus, crée-moi une application qui va me permettre de voir ma vitesse en temps réel. Toute la partie native, il a laissé tomber. Il n'a pas compris ce que j'attendais de lui. Par contre, pour la partie front, React, bah, il était inconnu. React.js, React Native, c'est extrêmement documenté. Donc le fait d'être parti sur React Links, pour moi, c'est plutôt malin. Ça va permettre aux développeurs d'utiliser les outils d'IA pour le développement sans avoir à attendre qu'il y ait de la doc, qu'il y ait des sources. Plutôt malin. Un petit focus sur la roadmap. Les composants dont je vous parlais, l'input, le select, etc. L'input est déjà documenté mais n'est pas présent, il arrive. Les composants sont en cours de création. Il pense aussi rajouter rapidement le support des canevas pour pouvoir faire des animations Lottie, par exemple, au sein des applications. Il travaille sur le fait d'avoir plus de plateformes cibles. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, comme je vous disais en début de présentation, avoir Windows et macOS en cible de build. Mais ça veut aussi dire pouvoir avoir du build de Linux DevTools sur Linux, par exemple, pour les idiots comme moi qui sont sur cet OS. Et enfin, la compatibilité JS natif, ça veut dire deux choses. Ça veut dire avoir un système de plugins qui va pouvoir communiquer avec la plateforme native et donc avoir accès à la caméra, avoir accès au GPS, etc. Et aussi s'extraire un peu de React Links. Aujourd'hui, ils sont conscients du fait que React Links est central dans leur système. Ils veulent, avec l'aide de la communauté, travailler sur le fait d'avoir une ouverture au JavaScript plus classique et pouvoir continuer à permettre l'utilisation du dual thread, par exemple. Voilà, donc j'ai testé, j'ai été loin de détester. Je trouve que ça part dans le bon sens, que ça fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de choses encore à faire, clairement. Ça reste un framework qui est en bêta, mais je vais garder un œil dessus parce que ça me semble être plein de promesses. Voilà. Je vous remercie. Il y a un open feedback si vous voulez me dire si vous avez bien dormi. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Ouais. Merci pour la présentation. Bon, je ne suis pas développeur mobile, mais du coup, voilà, je me mets à la place d'un développeur mobile et je me demande si ce serait facile de passer, par exemple, d'une app React Native du coup, à une app avec ce framework-ci. On peut garder le code de front-end, peut-être, une fois qu'il y aura des inputs. et est-ce que pour la partie threading, etc., est-ce que ça bascule facilement? J'aurais envie de dire que ça va pas être si simple que ça. React Native et React.js, c'est deux frameworks différents. On a une syntaxe qui est la même, on a un langage qui est le même, mais sur le routing, par exemple, donc le fait de passer d'une page à une autre, si je dis pas de bêtises, c'est assez différent. La complexité va être la même que de passer de React Native à React.js pour moi. Il y aura une bascule qui va être assez importante en termes de fine-tuning. Toute l'algorithmie va être bonne, les pages seront fausses, le routing va être faux, il y aura peut-être des choses qui vont péter. Ouais. Une autre question? Non. Bah merci. Merci.